Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je regarde les traductrices. Parfait. Merci à vous d'être ici. Okay, so sorry for the French people inside. You will enjoy my wonderful Northern Irish accent. Madame l'ambassadrice, ladies and gentlemen, dear partners, it's great. Mr. The Ambassador, Jean Lévy. It is a great pleasure to have you here and to meet you here in this IRIS in order to present you the final event of the Towards an EU Sport Diplomacy, a project supported by the European Union and started almost 2 years ago. I would also take the opportunity to thank all the panelists here for the first roundtable. Of course, all the partners that I can see here, Thierry Zins from Louvain, Richard Parish from Edge Hill, Constantin Pompiliou from the Bucharest University, and of course, Iska from Denmark. And I can also say hi to the online partners from Milano and also from to Carmen. And my last word will be on for Estelle Brun, which is not here, but she was at the very beginning of the project, and she is definitely a key player on this one. So yeah, let's talk about TESD, sports diplomacy. And to be very honest, over the last few years, over the last few weeks, we heard a lot about sports diplomacy, especially with the Qatar World Cup. But it's quite interesting to see that some people doesn't really know exactly who is behind what kind of form the sport diplomacy, but also what kind of action and objective sport diplomacy could be. It's something traditionally carried out by states, but many international actors try to develop their own sport diplomacy. So we decided to have a look on what the European Union decided to do. I will let the floor to Simon Ruff, who can explain exactly what was the policy of the European Commission and European Union on sport diplomacy, but it was quite interesting to see the history, the main step developed on this one. It was quite important to take a few steps back and to come back to 2020 when we decided to work on sport diplomacy. It was for a long time a topic on the table for the European Union. So the TESD project towards an EU sports diplomacy is as I told you, a 2-year project. We gathered together 8 institutions from 7 different countries, and with 7 countries and 6 member states. We welcome the United Kingdom in the team, of course. Just a few words about the TESD project. Actually, he has 3 goals to try to carry out the reflection on this. The first one was to try to develop, not to create, but try to develop European network from people working on sport diplomacy, on EU sport diplomacy. A lot of people already work on it. A lot of people have many competence, many skills on sport diplomacy, but they are not so well connected. So it was quite important for us to try to develop something very active, a collective network. The second goal of the TESD project was to try to understand what are the national sports diplomacy within inside the EU, but also outside the EU, in order to better understand what kind of format they can develop. And it was also quite important for us to not only work at the
academic level, but also to really experience what can sport diplomacy can bring. And that's why we decide to develop 5 pilot action, but I will come back to this later. And the final goal, of course, was to propose concrete recommendation. It was already the case in 2016 when a high-level group on sport diplomacy published a report, and we have 2 of the most distinguished authors of the report here in the room. So it's also interesting to see how the reflection developed in 6 years and where are we today. About the outcomes, and we will talk about this during the meeting, but also we will definitely let you know about the final outcome. We organized 3 events. The first one was in Brussels during the MOVE Congress 1 year ago. The other one was a small event, a very professional event in Louvain-la-Neuve, hosted by the Université Catholique de Louvain-la-Neuve. We developed, as I told you, 5 pilot action because we really think sports diplomacy could be developed at the state level, but also on grassroots level, and we have plenty of good practices, and it will be really interesting to hear from them, especially during the second panel. We developed 1 platform in order to gather all the resources to really make understandable what sport diplomacy could be. We also try to have a more concrete approach with 5 video, try to explain exactly what is sport diplomacy, what is EU sport diplomacy, how the EU is handling this question. As I told you, we developed national, each partner try to focus and publish a report on the national sports diplomacy strategy. So it was quite interesting to see and to compare what was developed in Hungary, what was developed in Sweden, what was developed in Luxembourg, and try to find common point, but also try to highlight the main differences. Thanks to this work, we developed an analysis grid in order to better understand the strengths and the weaknesses of the EU sport diplomacy, and we are currently on this topic now. We realize a final document with a recommendation. We are currently doing the final writing in order to perfectly implement all the recommendation, especially from the pilot action, which is really important for us to have their voice in this project. About the next step, it will be quite important for us to keep thinking, keep talking about the EU sport diplomacy, as we will develop during all the conference. It was developed since 2007 with the white paper on sport when it was mentioned for the first time. So it's quite important, in my opinion, in our opinion, to keep working on it. And I will let the floor to my speakers, and I let you do. Thank you very much. Enjoy the conference, and see you tonight. Myself, it's a great pleasure to be here among my speakers. So thank you for that. The second thing is to say thank you for mic on. Okay, to say thank you, having been waved at from the back of the room, to my colleagues who have made this project possible, particularly to Carol and her IRIS colleagues who have hosted us so well today already, but I know have put a great deal of assistance into the project from the administrative point of view. And the third thing is, as is self-evident in my use of English, is to apologise for my lack of French, and you'll have to forgive me the vagaries of my own ineptitudes
and the British schooling system have arrived at this. It is not a comment on any political relationship between the United Kingdom and our hosts here in France. The Entente Cordiale is well and truly in place as far as I'm concerned, possibly until 8 o'clock on Saturday evening. So with that to do, thank you, as I say. It's my great pleasure to be joined on the platform here by 3 excellent speakers, and you've come to hear them and not me. So I shall hand off to each of them in turn, but I would like to pose a question alluding to Carol's remarks, and to consider what is sport diplomacy. It is a question that we are ready to embrace and come back to. It's work that I've done since, as a practitioner myself, working at London 2012, another Olympic bid from yesteryear, ahead of the Paris Games, looking forward to seeing how that might play out. But it's a great pleasure to ask the question, really, what is sport diplomacy? And to turn to my colleagues and see who would like to take up the cudgel first and see how they might interpret that question. Please, Laurence. Beaucoup. I will switch in French. So, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci encore de pouvoir à l'IRIS, aux équipes qui ont travaillé. Enfin, la présentation qu'a fait Carole aussi de ce gros travail qui est important pour nous et pour le développement et le renforcement de cette diplomatie européenne. Peut-être alors, je suis ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, une fonction assez récente, et le premier ambassadeur pour le sport est parmi nous, Monsieur Jean Lévy, donc c'est voilà, dans une continuité, une fonction qui a été créée en 2015. Peut-être commencer par faire la différence. Penser peut-être une différence entre la diplomatie sportive et les coopérations sportives internationales. La diplomatie sportive sous-entend une vision à long terme, alliée et portée par les institutions. Donc l'État représenté, enfin, qui traite vraiment ce sujet, donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère des Sports et des Jeux Olympiques pour la France. Et les autres acteurs du mouvement sportif portent des projets de coopération internationale qui ne sont pas stricto sensu de la diplomatie même s'ils sont essentiels et développent l'influence française. Et maintenant, peut-être qu'on peut se demander pourquoi faire de la diplomatie sportive, car en fait, le sport, c'est un formidable vecteur de rayonnement international, de compétitivité et de création d'emplois. Le sport joue un rôle important dans la diplomatie économique et d'influence de la France, aux côtés du mouvement sportif, du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, des entreprises et des territoires. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a élaboré un plan d'action. Donc, plan d'action aussi qui est naturellement aussi en lien avec la fonction et ma fonction d'ambassadrice de France pour le sport. Je dirais qu'elle s'appuie sur, elle porte sur 6 priorités du plan d'action, à savoir d'abord renforcer l'attractivité du territoire français pour l'accueil de grands événements sportifs internationaux et travailler à l'optimisation de l'impact sur le tourisme, promouvoir les entreprises et le savoir-faire français, notamment dans la filière sport, en lien avec l'opérateur gouvernemental du MAE, le Business France, et puis de manière plus récente, le GIE France Sport Expertise. Un troisième point, qui rejoint plus la dimension de développement durable avec un autre opérateur qui est l'Agence française pour le développement. Depuis le discours à Ouagadougou du président Emmanuel Macron, à l'échelle du continent africain et de sa jeunesse, et de s'adresser à celle-ci avec ce savoir-faire qu'on peut partager autour du sport et développement durable. Enfin, quatrième point, promouvoir la langue française lors des événements sportifs, notamment les Jeux olympiques et paralympiques, en coordination avec l'OIF. La mission, mais aussi la mission de la langue française, de l'enseignement du français du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le réseau diplomatique.
c'est aussi participer à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en mobilisant le réseau diplomatique et en accompagnant la construction de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et enfin, porter dans les enceintes internationales, donc ONU, UNESCO, Union européenne, OCDE, Conseil de l'Europe, les positions et analyses françaises sur les grandes questions liées au sport. La gouvernance, éthique, lutte contre le dopage, match truqué, lutte contre les discriminations. Et tout ça, évidemment, quand on parle du réseau diplomatique, c'est aussi grâce et avec les expertises des collègues du ministère et nos représentants permanents dans ces différentes structures et ces enceintes internationales. Et le sport doit être ouvert à la société, car il est un outil indispensable et efficace pour la santé, l'insertion, la lutte contre les discriminations. Et d'ailleurs, ce fut le leitmotiv de la présidence française de l'Union européenne en matière de sport, avec la volonté de partager les bonnes pratiques et les politiques innovantes au niveau européen. L'ambition a été tournée vers la jeunesse et la volonté de mettre le sport au service des objectifs de développement durable. Et je laisserai peut-être Solène Chariot vous en dire davantage sur ce point. Et enfin, pour terminer, alors que la France accueillera les Jeux olympiques et paralympiques en 2024 et la Coupe du monde de rugby France 2023 en septembre prochain, quelques mois auparavant, le sport est devenu plus que jamais crucial pour notre pays, tant en termes d'image et de rayonnement international que de développement économique et social. Et c'est donc le moment adéquat pour renforcer la diplomatie sportive française en s'appuyant sur les nombreux atouts que je viens donc de vous citer. Merci. Thank you so much, Lawrence. If I might, Solène. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tout le monde. Donc, je suis Solène Chariot, la chef de la mission des affaires européennes et internationales au ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Mission qui est représentée aujourd'hui quasiment dans son intégralité par plusieurs personnes qui sont dans l'Assemblée. Donc, sur la question du niveau de compréhension de ce qu'est la diplomatie sportive à notre niveau, pour moi, il y a déjà un premier niveau qui est une utilisation stratégique du sport pour atteindre des objectifs plus globaux dans le domaine des relations extérieures, puisque le sport bénéficie d'un écho populaire très important, d'une exposition médiatique aussi qui est quasiment inégalée. Et puis, c'est un sujet qui a plutôt tendance à faire consensus de prime abord. Donc, beaucoup de pays l'utilisent pour affirmer une puissance, par exemple par le biais des résultats sportifs, ou même le fait d'accueillir un événement sportif. Ça peut être vraiment un symbole assez symbolique pour un pays ou même un continent de sa capacité à se hisser dans le concert des nations. On peut prendre par exemple l'exemple des JOJ, des Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu à Dakar. C'est vraiment une très grande fierté pour le Sénégal, mais pour tout le continent africain. Même le Qatar, on voit qui accueille la Coupe du monde de football. C'est vraiment aussi une fierté pour l'intégralité de la zone. Donc, on voit que c'est vraiment symbolique. La force du sport est vraiment très, très forte au niveau symbolique. Ça peut également servir des intérêts économiques, comme l'expliquait Laurence Fischer, où ça permet aussi de pouvoir affirmer une vision de la société. Donc ça, c'est vraiment nous, un peu la manière dont on utilise le sport, c'est que ça nous permet d'affirmer une vision de la société, que ce soit au niveau de la France ou même de l'Union européenne. Et ça vient appuyer une stratégie diplomatique plus large sur la question des droits de l'homme, la question d'égalité entre les sexes, par exemple, ou même une diplomatie verte que nous, on a voulu affirmer lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, par exemple. Mais il y a un autre niveau d'acceptation de ce qu'est la diplomatie sportive. Pour moi, c'est aussi vraiment un pan à part entière de la diplomatie en soi, du fait des valeurs et des enjeux qui sont rattachés au sport. Parce que parler sport, et rien que sport, c'est aussi parler intégrité, c'est parler éthique, lutte contre les violences,
et les discriminations, lutte contre le dopage, gouvernance, etc. Donc, rien que le fait de parler sport, pour parler sport, ça permet d'aborder bien d'autres sujets, et c'est ce qui fait la force de notre diplomatie. Thank you so much. Much appreciated. Vicente. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Paschini. Je suis en charge de la coopération internationale à Paris 2024, qui est un sujet qui est unique et sans précédent pour un comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, d'avoir un département en charge de la coopération internationale. Donc, je le mentionne et j'espère pouvoir l'illustrer. Juste pour compléter, parce que j'imagine qu'on a un peu chacun notre grille de lecture sur la diplomatie sportive, et Laurence et Solène, je pense, ont couvert le principal, mais de mon point de vue, qui est plus d'un comité d'organisation, est-ce que je peux observer? Je dirais que comment je vois le sport devenir un objet de diplomatie sportive, c'est de deux manières. D'abord, en tant que plateforme, c'est juste un autre outil de la diplomatie publique en général et des affaires publiques en France. Voilà, on peut le mettre comme ça, et ensuite on peut l'illustrer de différentes manières. Donc voilà, les contacts à travers lesquels qu'on se crée, les athlètes, l'écosystème devient un autre outil de la diplomatie publique. Et c'est aussi un objet en tant que tel, un objet d'influence en tant que tel, un objet économique, de développement de compétences, un objet de coopération, comme disait Laurence, et qui peut devenir un objet spécifique de la diplomatie. Et moi, je choisirais cette grille parce qu'elle marche très bien pour ce que je peux observer, ou pour un grand événement sportif en tout cas, parce que d'un côté, évidemment, vous savez, vous avez tous entendu parler de Paris 2024, c'est le plus grand événement sportif, les Jeux Olympiques et Paralympiques, et tout le monde va venir nous parler. Et je pense que ça ne s'applique pas qu'au comité d'organisation. Tout le monde veut venir parler à Laurence ou à Solène ou à d'autres gens dans cette salle, parce que nous organisons les Jeux Olympiques et Paralympiques, et d'un coup, on se retrouve au centre de l'attention. Et ça, c'est un vecteur. On crée des relations, ça devient un outil incroyable de relations. Ensuite, il faut l'utiliser et le traduire. Et ça, c'est le deuxième aspect. Nous, quand on parle des Jeux, mais on peut parler d'autres événements ou de manière générale, il faut traduire cette capacité de mobiliser en rayonnement, on parlait des entreprises, de la filière sport, en excellence, mais aussi en coopération. La mise en place de coopération spécifique sur le sport qu'on peut essayer de mettre en place à travers le grand événement. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on essaye de faire. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais je pense que c'est vraiment sur ces deux points aussi qu'on peut essayer de définir la diplomatie sportive. Thank you, Vincent. I think it's telling that your role in the International Cooperation Office of the Organising Committee is one that I found myself in, by no means at the head, but it's giving a real insight into the operational and practice of sport diplomacy. Bearing in mind where we are in Paris, in France, obviously this is geared towards this panel, towards the French perspectives, and thinking about how we can draw out some of those nuances from the ministry, representative ministries, from the organising committee, and really speak to the different levels at which sport diplomacy operates. So not just within a sporting federation or with a high-profile event, but the multitude of different actors that we have here. And I'd ask the audience, particularly in sort of thinking perhaps about some questions that might come later, as to see how those relationships play out. So to the second question that we considered, or point perhaps, is to think about some of the relationships that you've had, the shared experiences of sport diplomacy, whether you've been aware of the concept and studying it, as it were, or simply just lived experiences. So perhaps Laurence, if I might turn to you again. I'm really fond of this question. J'adore cette question parce que c'est vrai que il se trouve que j'étais athlète et 15 ans internationale en karaté, et j'ai fait une grande carrière qui m'a amené aussi, cette expérience, cette expertise m'a amené à fonder une structure qui travaille
qui fait partie de ce qu'on fait aujourd'hui en matière de développement durable, sur la spécificité de l'égalité femmes-hommes et les problématiques de santé, puisque je travaille avec des femmes qui sont victimes de violences et comment l'activité physique adaptée peut les aider à se reconstruire. Et j'ai démarré en RDC, je pense que c'est en République démocratique du Congo, ça a été certainement une plus-value dans le... Enfin, une plus-value, j'en sais rien. C'est peut-être aussi pourquoi j'ai été choisie à cette fonction. Et pour vous dire que donc mes prédécesseurs, et merci d'être avec nous, Jean, mais le gouvernement français a quand même fait appel à une ancienne athlète. Donc, c'est aussi un signe fort pour moi, un privilège et une confiance qu'on m'a faite, mais aussi de l'importance et de cette volonté de faire que ces deux univers institutionnels et de mouvements sportifs se rencontrent. Et parce que j'ai évolué dans cet écosystème sportif que Simon, que tu évoques. Je pourrais vous exposer ce que je trouve vraiment de plus enthousiasmant dans cette dernière expérience en tant qu'ambassadrice. La France est quand même le 3e plus grand réseau diplomatique au monde et a la chance de pouvoir s'appuyer sur des équipes actives et très motivées. Et pour l'avoir vécu, l'engagement et le travail qu'ont fait mes prédécesseurs aussi en structurant le réseau, en ayant des référents dans toutes ces ambassades, c'est une capacité de pouvoir aussi servir leur pays de résidence. Et des projets liés au sport, qui est une question transversale, sont donc de plus en plus souvent mis en œuvre dans les ambassades. Et ainsi, donc, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en partenariat avec Paris 2024, et Vincent le soulignait de manière précurseur, de manière extrêmement innovante, on nous a permis de travailler sur le Terre de Jeux 2024, qui est un label et qui permet d'être soutenu dans les manifestations que l'ensemble de ce réseau diplomatique et des ambassades peuvent mettre en place, et visant à mobiliser le reste du monde autour des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et de manière aussi, pour vous illustrer ce fait, le 6 avril 2022, à l'occasion de la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix, le réseau diplomatique français a organisé un relais de 24 heures autour du monde, où les ambassades de chaque fuseau horaire se passant le relais dans la journée. Donc c'est aussi une initiative sans égale et qui illustre vraiment notre volonté, à la fois qui est le résultat d'une étroite collaboration dès le départ de Paris 2024 en candidature, et de cette stratégie, de ce plan d'action que j'évoquais, et de manière tout à fait concrète, de travailler avec le comité d'organisation des Jeux au service de tous et de cette diplomatie sportive. Et donc, pour petite information aussi, la 2e édition de ce relais est prévue le 14 mars 2023 pour célébrer les J-500 de l'ouverture des Jeux olympiques. La diplomatie sportive française est conçue aussi comme une diplomatie globale et s'intègre complètement dans notre diplomatie féministe. On tenait vraiment aussi à souligner ce fait, une volonté de mettre en avant la diplomatie féministe de la France lancée en 2017 dans un plaidoyer et ses actions dans les enceintes internationales. La France s'efforce de faire en sorte que l'objectif d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes sont intégrés à toutes les problématiques. Donc, réduction des inégalités et développement durable, paix et sécurité, défense et promotion des droits fondamentaux, et bien sûr du sport. Et je prendrai comme exemple le Forum Génération Égalité que nous avons eu l'honneur d'accueillir après le Mexique en juillet 2021, où de manière aussi historique et donc sans égal, on a lancé l'appel de Paris pour le sport avec ONU Femmes et le CIO pour améliorer l'égalité dans le sport, suivant 6 piliers que je ne développerai pas, mais ça me ferait plaisir aujourd'hui, ce qui a permis d'enregistrer de nouveaux engagements des acteurs du monde sportif. Enfin, la diplomatie sportive française porte toutes les valeurs qui m'ont aussi toujours tenu à cœur,
et pour lesquelles, je vous ai un peu évoqué, je me suis vraiment engagée. Et elle permet de mettre en commun toutes les énergies. Et j'en suis témoin chaque jour avec les ambassades et les fédérations ou encore d'autres acteurs. Chacun souhaite apporter sa pierre à l'édifice avec enthousiasme. Merci. Thank you so much, Laurence. I think you could well defend yourself, I'm sure. Celine, if I may. Oui, alors moi, je vais parler de mon expérience de la diplomatie sportive. Je vais l'orienter certainement sur la coopération multilatérale et assez institutionnelle, puisque je représente un ministère, pour faire aussi être complémentaire avec les autres panélistes. Donc, mon expérience, elle se situe au sein des instances de coopération multilatérale, où avec donc, la mission, nous sommes amenés à représenter l'État français. Donc, c'est notamment le Conseil des ministres des sports au sein de l'Union européenne. C'est le Conseil de l'Europe qui fait tout un travail aussi très intéressant sur le sport par le biais des droits de l'homme, la diplomatie. C'est également la francophonie qui développe son action dans le domaine des sports et l'UNESCO qui fait tout un travail autour de l'éducation physique et sportive de qualité. Je vais un peu parler de ce qui se passe au sein du Conseil de l'UE, puisque voilà, c'est lié avec le sujet du projet qui nous réunit aujourd'hui. Et on voit qu'au sein du Conseil de l'UE et de ses instances préparatoires, il y a l'émergence des contours d'un message diplomatique qui pourrait être porté par l'Union européenne, à mon sens, autour des discussions autour du modèle sportif européen et de ses valeurs, puisque le modèle sportif se distingue d'autres modèles dans le monde par le système de compétition ouverte basé sur le mérite sportif qu'il promeut et aussi sur la solidarité entre sport professionnel et sport amateur, avec la redistribution des gains opérés par le sport professionnel en faveur du sport amateur. Voilà, donc c'est un modèle qui est garant de la formation, du développement du sport et de la préservation de l'intégrité. Et pour moi, c'est ce qui permet vraiment ce qui différencie un peu le modèle européen des autres modèles dans le monde et ce qui pourrait vraiment permettre de démarquer la diplomatie sportive européenne d'autres diplomaties sportives. On voit qu'il y a l'émergence d'une base commune entre les 27 pays de l'Union européenne, mais qu'il reste encore quelques points d'achoppement. Et ça, c'est intéressant vraiment à voir lorsqu'on participe aux négociations, qui s'oppose à ce que peut-être l'Union européenne puisse vraiment parler d'une seule voix. Notamment, on note généralement dans les débats au sein du Conseil une différence d'appréciation entre de là où on met le curseur de l'autonomie du sport, autonomie du mouvement sportif. Pour certains pays, ça empêche vraiment toute action de l'État en matière de sport. Pour d'autres pays, c'est plus relatif et il peut y avoir un dialogue un peu plus présent entre le mouvement sportif et l'État. On voit aussi certaines réserves de certains pays membres sur la question de l'égalité des genres. Voilà, ce qui s'inscrit vraiment en porte-à-faux par rapport à la diplomatie sportive que la France et d'autres pays de l'Union européenne portent. Et on peut noter d'autres blocages, par exemple sur la Convention de Macolin. Voilà, c'est un exemple très parlant. C'est une convention qui promeut la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, une convention du Conseil de l'Europe qui pourrait être adoptée par l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Mais il y a un seul pays, je vais quand même le citer, c'est Malte, qui fait blocage pour que l'Union européenne puisse adopter cette convention. Et c'est vraiment dommage, voilà, sur un sujet qui pourtant semble faire l'unanimité au sein de l'Union européenne, qu'on ne puisse pas avancer comme Union européenne, parce qu'un pays fait blocage jusqu'à présent. Mais voilà, donc c'est des exemples très précis. L'Union européenne avance de manière assez, fait consensus sur un socle de valeurs, mais néanmoins, il y a encore quelques dissensions qui font que peut-être l'Union européenne ne peut pas encore parler d'une seule voix sur ce sujet-là.
On a d'autres missions. Donc, au niveau du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, on coopère beaucoup de manière bilatérale aussi. Et comme Vincent Paschini l'a dit tout à l'heure, le fait que la France accueille les JOP en 2024 fait que le monde entier veut nous parler. On est très, très sollicités. Nous, en tant qu'État français, on va essayer plutôt de cibler un petit peu nos coopérations sur des pays qui représentent un intérêt vraiment stratégique pour nous. Et à chaque fois que l'on coopère par le biais, par exemple, d'un accord de coopération ou un mémorandum d'entente, par exemple, on va faire en sorte de remettre cette coopération sportive au centre d'une coopération plus globale, donc qui va au-delà des aspects purement sportifs et qui reflète vraiment la stratégie diplomatique de la France dans son ensemble, donc en mettant en avant le développement du sport de masse, le développement de la formation, là où on a vraiment des choses aussi à apporter en France, à mon sens, l'égalité des genres, le sport vert, etc. Donc, on essaie de replacer toutes ces coopérations bilatérales dans une stratégie plus globale. Et en cela, les postes diplomatiques et les référents sport sont vraiment un atout considérable puisqu'ils portent des projets sur le terrain, de plus en plus de projets d'ailleurs sur le sport, hein, vraiment comme outil de diplomatie dans les différents pays. Et pour finir aussi, je voudrais parler, dans mon expérience de la diplomatie sportive, on s'appuie aussi beaucoup également sur les fédérations qui sont représentées aussi pour certaines d'entre elles aujourd'hui et sur les établissements qui sont sous tutelle du ministère des Sports. Et là, je vois l'INSEP qui est représenté aujourd'hui. C'est vraiment aussi un levier très important de notre diplomatie sportive. L'INSEP est aussi très courtisé par de nombreux pays dans le monde et c'est vraiment un atout très important de notre diplomatie sportive. Really interesting perspective to have that come to us, and it speaks to again, the different variety of stakeholders that are part of the process, that you can speak across all of those different points. Vincent, if I may. Il y a peut-être pour compléter, moi, pour parler de diplomatie sportive et d'expérience personnelle, moi, je viens du monde diplomatique. J'ai passé 17 ans dans les relations internationales et je suis arrivé dans le monde sportif il n'y a que 2 ans et j'ai subi le choc de la rencontre du sport et de la diplomatie. Il y a plusieurs choses à considérer. Le sport et la diplomatie sont vraiment deux sphères qui sont très peu poreuses l'une avec l'autre, beaucoup moins par exemple que la culture et la diplomatie, qui est beaucoup plus organisée, où il y a beaucoup plus de passerelles. Au départ, c'est quand même des domaines que moi j'observe qui sont assez peu interconnectés. Et donc, le premier défi, c'est vraiment de les rapprocher et de rapprocher des cultures. Ce que je constate, c'est que c'est des mondes qui ne se connaissent pas, mais je pense qu'intrinsèquement, beaucoup de choses qui les séparent. J'ai essayé d'y réfléchir un petit peu, mais le sport, on est dans de la performance, souvent de la performance quand même individuelle, de la compétition aussi, et un côté éphémère. C'est-à-dire, on organise une compétition sportive pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Ensuite, c'est terminé. On participe à une compétition, on fait quelque chose, on fait un effort qui est éphémère. La diplomatie, c'est vraiment l'opposé. C'est le poids de l'institution, c'est la fonte de l'individu dans le collectif. C'est vraiment culturellement, c'est très, très différent. C'est quasiment l'opposé de ce qu'est ou ce que peut ressentir un sportif, à mon avis. Et rassembler ces deux mondes, voilà, c'est le défi. Il y a un vrai défi pour moi de crédibilité du sport dans le monde diplomatique, pour dire les choses très clairement. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ensuite, quelques exemples. Nous, voilà, la France organise la Coupe du monde de rugby, comme disait Laurence, et bien sûr les Jeux olympiques et paralympiques, et ça nous donne une plateforme. En ce moment, on nous parle de sport. En ce moment, c'est très facile en ce moment de parler de diplomatie sportive, de parler de diplomatie sportive européenne, de mettre le sujet sur la table. Est-ce que ce sera aussi facile en 2025-2026 ou est-ce que ce sera terminé? Pour moi, la question est en suspens. Le défi, c'est de mettre les jalons pour que ça continue.
Mais c'est pas forcément quelque chose qui est gagné. Pour vous donner des exemples, donc nous, on travaille beaucoup avec les ambassades françaises à l'étranger. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau substantif, comme Solène et Laurence le disaient, et je vais pas en reparler. Il y a aussi beaucoup de moments où tout ce qu'on nous demande, c'est d'établir un stand Paris 2024 et d'amener la mascotte et des goodies et d'être là. Voilà. Il faut arriver à passer au-dessus de ça pour construire cette continuité, pour construire cette crédibilité. Juste deux autres exemples. Bah, dans toutes les coopérations qu'on essaie de mettre en place au niveau international, donc on travaille avec l'Agence française de développement, avec le ministère, avec la coopération centralisée, avec énormément d'acteurs que je ne vais pas citer. Il y a un acteur avec lequel pour le moment on ne travaille pas, c'est le Forum de Paris pour la paix. C'est le moment de la diplomatie publique en France chaque année. On pourrait penser que les Jeux ayant lieu à Paris en 2024, on pourrait arriver à amener le sport au Forum de Paris pour la paix. On n'a pas réussi à atteindre un niveau, peut-être crédibilité n'est pas le bon mot, mais un niveau de profil qui fait que le sujet est devenu assez intéressant pour aller au Forum de Paris pour la paix. On y travaille pour 2023, c'est la dernière opportunité. Je pense qu'on va y arriver. On est en très bon contact, on travaille beaucoup ensemble, mais on n'y est pas. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de gagné. Et l'autre point peut-être, pour parler un peu du multilatéral, pour rebondir sur ce que disait Solène, je pense que le sport aussi, moi je travaillais beaucoup aux Nations Unies également, n'est pas encore un sujet assez crédible pour être un jeton de négociation. C'est-à-dire pourquoi finalement on se retrouve bloqué dans des négociations avec un pays qui n'a pas envie de signer, parce qu'on n'a pas envie de lui mettre des moyens de pression diplomatique sur d'autres sujets pour qu'il vienne sur le sport. Le sport, ça reste la variable d'ajustement au niveau multilatéral. Et c'est pour ça que, par exemple, si vous regardez les résolutions de l'ONU, elles sont très consensuelles, elles sont votées au consensus. Juste pour prendre un dernier exemple, parce que c'est assez intéressant, dernière résolution sur la trêve olympique, dans le contexte des Jeux de Pékin, qui était quand même très controversé sur les droits de l'homme, est passée à l'unanimité à l'Assemblée générale des Nations unies. Pourquoi ? Parce que le sport n'est pas un sujet assez important pour qu'on aille essayer de mettre en balance l'échiquier de nos relations diplomatiques. Donc, on vote et puis voilà. Donc, il faut arriver à ce niveau de crédibilité. Et pour ça, à mon avis, pour revenir, il faut arriver à ce que les mondes soient beaucoup moins poreux, qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils apprennent à connaître un peu tout ce que le sport peut apporter. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là. C'est mon expérience. Thank you, Vincent. I think it's, if I might just pick up on a couple of your initial points there, particularly about the experience of being a diplomat and coming into the sporting world, and your observation that they were perhaps distinct. And that speaks to the importance in my mind of sport diplomacy as a bringing together the network of networks, that they're coming together, not because of simply an event, but because of the concurrent processes. And those are representation, negotiation, and communication. And together, those aspects provide for, really dispel the myth that sport and politics don't mix. And many people in sport federations over many years, including former chairs of the IOC, have said in the aftermath of quite telling moments in sports history that sport and politics don't mix. And I'll quote a British scholar, if I may, Lincoln Allison, who said that was a myth. It's the myth of autonomy. And it's telling the relationships that we're all speaking about here, and that in many reasons why we're here today, about the interrelationships. And they didn't be explicit, but there are relationships that are taking place there. And again, if I might misquote potentially, but share in a laughable French accent, the reference to Cardinal Richelieu, the founder of the first foreign ministry here, and the idea that négociation continuelle, it's always a process. It doesn't end when the final whistle blows. It is part of that process, and the continuation of those relationships, perhaps away from the limelight when you're no longer the host, but maintaining them for other reasons and potentially non-sport reasons, healthcare, education. There are aspects that sport diplomacy can facilitate, and frameworks such as the Sustainable Development Goals. These are ways of thinking about contributions that sport diplomacy can make that aren't about a World Cup, an Olympic Games, a Rugby World Cup. The third sort of intervention that we considered as a panel before this afternoon's event
was to look to perhaps from the French perspective, what an EU strategy might look like. And there's a little bit of crystal ball gazing perhaps, but since we're here, they have the opportunity. And perhaps from those different French perspectives that are here, what would the EU level, the stakeholder there look like from your point of view? Pour cette question, ça va être difficile d'y répondre en 3 minutes, mais je rebondirai sur ce que disait Vincent concernant la performance, enfin en matière d'excellence et de performance. Il faut aussi noter que d'abord qu'au niveau sportif, l'Europe vraiment a des atouts. Si l'on cumule le nombre de médailles issues des nations européennes aux Jeux olympiques et paralympiques depuis 1896, on obtient le chiffre de 5350 médailles. Je dirais 4467 médailles sans le Royaume-Uni, soit près de 2 fois le nombre, par exemple, des médailles américaines. Bon, c'est intéressant quand même si on prend à cette échelle. En France, la diplomatie sportive a commencé à se structurer. Ça rejoint aussi ce que tu disais sur ce temps nécessaire aussi pour nous de process et de mise en place et de cadre, certainement. En France, en tout cas, c'était en 2013 avec la création du Comité français du sport international. Puis, la nomination parmi nous de Jean Lévy, premier ambassadeur thématique, chargé d'animer le réseau diplomatique français. Et enfin, avec la définition d'une stratégie sport à l'export accompagnée de la mise en place d'un pôle d'excellence touristique autour de cette thématique, faisant le constat qu'on est quand même une terre d'accueil de grands événements, Roland-Garros, Tour de France, les montagnes françaises, pour citer le Vendée Globe, plus récemment le festival le FIS, le Festival international des sports urbains, mais on a cette culture et tout cela, mais quand même, l'ensemble a contribué à définir les grands axes de la diplomatie sportive au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et tout cela est donc relativement récent. Alors que la France, voilà, c'est quand même un grand pays de sport. Finalement, le développement d'une sorte de diplomatie sportive européenne est un peu près concomitant avec la mise en place du High Level Group on Sport Diplomacy à la Commission européenne en 2015. Puis le plan de travail 2017-2020 de l'Union européenne ont intégré cette dimension au sein des politiques européennes. Ceci dit, dès 2007, Carole l'a mentionné, l'Union européenne avait indiqué dans son livre blanc du sport que, je cite, le sport peut être un élément des programmes d'aide extérieure, un élément de dialogue avec les pays partenaires et un élément de la diplomatie publique de l'Union. Et ainsi, dans le cadre Erasmus+, un volet sport a été initié par le biais d'un cadre de coopération spécifique pour des partenariats stratégiques entre acteurs du sport en Europe, en lien avec les fédérations, les clubs et les ministères. Mais pour l'instant, il me semble que cette vision européenne du sport est notamment mise en œuvre par quelques mécanismes de coopération initiés par le groupe sport du Conseil de l'Europe. D'ailleurs, je crois que Solène, tu y reviendras. Et on a fait aussi récemment un déplacement en Allemagne avec Vincent, notamment. Au cours de nos échanges, nos interlocuteurs allemands sont revenus à de nombreuses reprises sur notre vision commune du sport pour tous, l'importance d'accueillir des grands événements sportifs internationaux égalitaires et dans le respect de l'environnement. Le couple franco-allemand pourrait donc être moteur sur ce sujet, d'autant que les autorités allemandes envisagent de déposer une candidature pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en 2036. Et pour finir, j'insisterai peut-être sur un point. C'est un message aussi que je souhaiterais porter à mes collègues dans les différents ministères des Affaires étrangères européens. C'est de créer en fait des postes d'ambassadeurs pour le sport. Le constat que je fais, c'est que
on parlait beaucoup d'un phénomène aussi éphémère, de l'investissement institutionnel et à l'échelle du ministère des Affaires étrangères. Il y a un ambassadeur, j'ai connu des ambassadeurs pour le sport au moment où le pays a organisé les grands événements sportifs, les Jeux olympiques, paralympiques par exemple, et ensuite cette fonction n'était plus portée par un ambassadeur ou une ambassadrice. Et voilà, c'est vraiment, pour conclure, ça serait, je pense que peut-être qu'à l'échelle européenne, une certaine maturité, un niveau de compétences, d'échanges qui pourrait faire d'autres pays européens pourraient porter dans leur ministère des Affaires étrangères cette fonction. Merci. Thank you, Lawrence. I think the opportunity there for knowledge exchange amongst different stakeholders is really apt. And one of the pleasures of having been part of this project for the last 2 years is to come across various people who have had a position as sports ambassadors. Nearly always they are time bound to a specific event, and actually to integrate that role a little further might be something that we could take forward. I mean, in one sense, the IOC's prerogatives and indeed the resolution about hosting the games means that the organising committee ceases to be at the end of the closing ceremony. So actually that prevents some of that knowledge exchange in at least one facet. Soline, I'd turn to you. Thank you. Merci. Bon, à quoi devrait ressembler la diplomatie sportive de l'Union européenne? Vaste sujet. Bon, déjà, à mon sens, le spectre de l'Europe du sport ou de l'Europe olympique ne correspond pas tout à fait au périmètre de l'Union européenne. Donc déjà, en cela, il y a une articulation qu'il faut vraiment, je pense, travailler, notamment les travaux du Conseil de l'Europe qui, pour le coup, correspond plus aux pays de l'Europe du sport, et ce que fait aussi l'Union européenne. Alors, ce n'est pas forcément une limite ou un frein, mais je pense que vraiment l'articulation entre les deux doit être renforcée. Par exemple, sur les conventions du Conseil de l'Union européenne, il y a les positions de l'Union européenne sont travaillées en amont entre États membres de l'Union européenne. Donc, ça peut être intéressant de vraiment montrer quelle est la cohérence des pays de l'Union européenne sur les sujets sportifs portés au niveau du Conseil de l'Europe. C'est un peu technique, mais quand on est vraiment dans le sujet, on voit que là, il y a quelque chose à jouer. L'Union européenne a néanmoins des prédispositions fortes pour parler de sport. Comme le disait Laurence tout à l'heure, des atouts, des prédispositions. Elle est légitime à parler de sport. C'est une terre d'accueil des grands événements sportifs. Il y a une communauté de vues sur la plupart des sujets quand même entre les pays infra à l'Union européenne. Et puis, il y a l'outil très, très, très intéressant, très puissant, qui sont les projets Erasmus. On en fait la preuve concrète aujourd'hui. Pourtant, pour moi, et c'est très personnel, mais je pense que l'approche de l'Union européenne en matière de sport n'est pas assez politique encore. Elle est un peu peut-être trop technique. Et je pense qu'on aurait intérêt à avoir une approche plus politique de ce sujet-là. On voit par exemple que les déclarations des ministres récentes sur le sujet de la prise en compte des droits de l'homme dans les grands événements sportifs, par exemple, ou de la participation des athlètes russes et biélorusses aux manifestations sportives. Il y a eu des déclarations des ministres, des 27 ou presque 27, au moins 24 ou 25. Donc, ces déclarations, ensuite, c'est une impulsion politique, mais ensuite, il n'y a pas vraiment de suite qui sont données. Donc, on touche un peu quand même à une limite de l'action de l'Union européenne en matière de sport et notamment à son déficience politique. Voilà, en quelques mots. Une autre piste peut-être et qui revient par la voie de la société civile, notamment dans les conclusions de la conférence pour l'avenir de l'Union européenne.
est revenu dans le secteur sport une proposition que le drapeau européen soit arboré lors des remises de médailles, par exemple, à côté des drapeaux nationaux. Donc ça, c'est une piste qui permettrait peut-être de renforcer effectivement le sentiment d'appartenance à l'Union européenne et qui permettrait peut-être aussi d'autre part d'affirmer la puissance sportive européenne sur la scène internationale. Mais c'est une piste qui, à l'heure actuelle, ne peut pas encore prospérer puisque le protocole est défini par le CIO. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose dont on est saisi de plus en plus souvent par des associations européennes ou voilà, qui souhaiteraient que les athlètes puissent arborer le drapeau européen. Thank you, Celine. Vincent, if I may. Merci, oui, bah oui, pour rebondir là-dessus, oui, c'est vrai que c'est un sujet, ce sera que je vous incite à observer jusqu'au jeu, la question de où sera le drapeau européen pendant les Jeux olympiques et paralympiques à Paris 2024. On peut le chercher et voir est-ce qu'il sera sur le parvis de la mairie de Paris, est-ce qu'il entrera dans un stade ou pas, est-ce qu'il sera au village olympique. C'est une question symbolique assez essentielle. Nous, pour parler de la perspective et ensuite l'élargir un peu, mais plus de grands événements, et pour donner aussi prendre un pas de recul, en 2000, en période de campagne pour les Jeux de Paris, on parlait, et les ministres des Sports parlaient de Jeux européens. Ils disent les Jeux de Paris 2024 seront des Jeux européens. Il y avait, je pense, 3 choses derrière ça. Il y avait d'abord des visées électoralistes. Il fallait rallier un maximum de pays à la candidature de la France. Il y avait l'idée aussi, et qui est toujours là et qui est assez intéressante, qu'il faut essayer d'amener les Jeux, en organisant les Jeux dans un pays comme la France, ou peut-être en Italie pour les Jeux d'hiver, d'aussi amener les Jeux dans des pays dans des pays d'Europe où les Jeux n'auront probablement jamais lieu. Et comment on fait ça? Comment on fait? C'était ça aussi, rendre les Jeux de Paris européens, c'était dire, bon, voilà, on essaye de donner une dynamique qui bénéficie à des pays qui n'accueilleront probablement jamais les Jeux. Et le troisième aspect, c'était effectivement le projet, et ça, je vais pas trop revenir dessus, le projet s'insérer dans les thématiques qui sont les thématiques de l'Union européenne, donc Europe au sens de l'Union européenne, au niveau de la durabilité, de l'égalité, de l'intégration et ce genre de choses. Et donc, c'est des jeux qui s'inscrivent dans le projet européen. Il y avait ces trois aspects. Depuis, et après la candidature, et après 2017-2018, la question européenne n'est pas forcément très revenue sur le tapis en ce qui concerne les Jeux de Paris. C'est devenu un peu plus difficile pour des raisons d'abord, j'allais dire, structurelles. C'est-à-dire qu'à la fois, l'Europe du sport n'est pas l'Union européenne, loin de là. Et le client, la contrepartie pour des Jeux olympiques et paralympiques, c'est l'Europe du sport. Ce n'est pas l'Union européenne, c'est l'organisation sportive européenne. Et puis, le deuxième aspect, c'est que les Jeux olympiques et paralympiques sont des Jeux à vocation universelle. Et c'est très difficile, et c'est pour ça que la question du drapeau est importante, de distinguer. On ne commence pas à distinguer des groupes géographiques et à traiter des groupes géographiques à travers les Jeux. Chaque pays est représenté par un drapeau, chaque pays est présent à son titre. Et mettre la question européenne, ça met à mal un petit peu l'idée d'universalité des Jeux. Ceci dit, il y a plusieurs choses qu'on essaie de faire à travers les Jeux et qui, je pense, peuvent dessiner aussi, pour aider, donner des pistes pour ce qui peut être une diplomatie sportive européenne. La première chose, effectivement, c'est le symbole. Donc, essayer de travailler sur les symboles. Il n'y a pas que le drapeau européen pour travailler la symbolique. Pour vous donner un exemple, la semaine prochaine, on sera à Milan, qui accueille les Jeux d'hiver, pour une rencontre des drapeaux de Paris 2024 et de Milan 2026, les drapeaux olympiques et paralympiques, faire quelque chose autour de ça, sur le retour des Jeux en Europe. Il n'y aura pas de drapeau européen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler un peu sur la symbolique, sur le fait que les Jeux ont lieu en Europe.
on peut le faire ailleurs. Amener les drapeaux à Bruxelles comme on l'a fait en Allemagne ou dans d'autres pays, ça peut aider à, voilà, à travailler cette symbolique sur le fait qu'on arrive à toucher un plus grand nombre. Il y a un deuxième aspect sur lequel nous on travaille, et que je pense est intéressant à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi à la marge, c'est le côté intégration territoriale. Comme vous le savez probablement, Paris 2024 est un projet qui vise toute la France, qui vise vraiment à impliquer le maximum de collectivités, d'individus dans les jeux à travers beaucoup de programmes, et je vais pas rentrer là-dedans. Il y a un aspect qui est démontré et travailler sur le fait que la France est un pays intégré territorialement en Europe, faire traverser les frontières à nos programmes. Toutes les villes frontalières, essayer de, quand ils font une initiative sportive, de les faire traverser, de montrer. On va essayer de faire traverser les drapeaux, faire traverser nos initiatives comme ça, montrer que l'intégration territoriale. Et ça peut se faire avec aussi les pays, j'allais dire les pays candidats d'une certaine manière, si on le pense au niveau européen, et travailler cette question de frontières. Ensuite, il y a la question thématique. On s'inscrit. Et le sport, et là, Solène et Laurence en parlaient beaucoup déjà, les grandes thématiques européennes touchent aussi au sport. Le pacte européen sur le climat, bon, ben voilà, on adhère. Les questions d'égalité, la question de sport santé, sur lesquelles aussi on est présent. Donc, on est présent. La semaine européenne du sport, on est présent, on fait des choses, on relaie, on est présent sur le point de vue thématique. Et clairement, l'Europe a quelque chose à dire au niveau thématique. Et enfin, il y a un sujet dont Laurence a un peu parlé, qui est l'identité d'un grand événement sportif en Europe. Est-ce qu'un grand événement sportif organisé en Europe a une identité qui donne aussi, sur laquelle peut s'appuyer la diplomatie sportive européenne? Est-ce que le fait que les Jeux aient lieu à Paris, à Milan, qu'il y ait l'Euro de foot, l'Euro a toujours lieu en Europe, donc c'est peut-être pas un bon exemple. Est-ce que le fait que tout ça ait lieu en Europe, ça donne à ces événements quelque chose, un truc en plus, un truc voilà, européen, sur lequel on peut s'appuyer ensuite en termes de diplomatie. Et là, on parle au niveau européen. De la même manière qu'en France, on s'appuie sur les Jeux de Paris 2024 pour propulser un peu la diplomatie sportive. Est-ce qu'il existe un événement sportif européen qu'on peut caractériser, sur lequel la diplomatie sportive européenne peut s'appuyer? Et je pense qu'il y a probablement quelque chose à réfléchir là-dessus. Et le timing, c'est maintenant, parce que le grand événement sportif est en Europe pour les 3 ans et demi, 4 ans qui viennent, avec un enchaînement Paris-Milan. Il y a aussi je parlais de l'Euro parce que ce n'est pas anodin, étant donné qu'il a lieu en Allemagne et qu'il y a un gros moteur et une grosse volonté à ce niveau-là aussi. Il y aura peut-être quelque chose à faire. Et rechercher dans les 3-4 ans qui viennent, qu'est-ce qui fait l'identité de l'événement sportif européen qui ensuite peut catalyser le reste de la diplomatie sportive européenne. Thank you, Vincent. I think that's a good challenge for us to spot the European flag in a sporting context. And it presents also some of the challenges that we face in this architecture, because one possible European identity is one proposed largely from finances overseas, the European Super League of last year, and a European badge perhaps to a number of high-profile, rich football clubs owned by a variety of different stakeholders outside of Europe in many respects. So some of this demonstrates the complexity of the issues that we're talking to. I'm mindful that time is racing along and that there is a cup of coffee somewhere in our future, but we do have 10 minutes or so for some questions from the floor, and I'd be delighted to take any. Otherwise, I will abuse my chair's privilege and continue to ask my panelists questions. But over to the floor if we have any questions anyone would like to ask. Please, sir, if you did introduce yourself. Please. Absolutely. As you see. Le sujet de sport, effectivement, c'est une valeur presque universelle. Hein. Sport, émotion, enfin, amitié, humanité. Mais le sport aussi, il y a un aspect culturel. En ce qui concerne la France, moi, je comprends, effectivement, il n'y a pas de sujet. Mais comment créer une synergie au sein de l'Union européenne en termes de diplomatie? Il faut absolument prendre en compte l'aspect culturel. Comment envisager ça?
à l'est de l'Europe, au nord de l'Europe, au sud de l'Europe, les cultures sont différentes, malgré le vecteur commun qui est le sport. Comment vous envisagez ça? Enfin, voilà le point que je t'ai évoqué. Thank you so much. We'll perhaps take the second question from the back there, and then we'll move it to our colleague. Thank you very much. Je suis un ancien combattant et malheureusement, j'ai pas la possibilité, comme tous les anciens combattants et les anciens combattus, de dire la neige était beaucoup plus belle avant 14-18. Je suis très, très content de tout ce que j'ai entendu, parce que quand il y a 10 ans, la décision a été prise de nommer un ambassadeur thématique, le sujet, même au sein du Quai d'Orsay, était débattu depuis 20 ou 30 ans et nous n'avions jamais abouti. Un certain nombre de diplomates, on n'était pas beaucoup, 5, 6, se battaient depuis l'échec de 92 pour essayer de faire prendre conscience. Et de ce point de vue-là, le fait d'être ici n'est pas anodin parce que parmi ceux qui, à l'extérieur du Quai d'Orsay, se sont battus pour que le sport, Laurence et les autres l'ont bien expliqué, c'est un carquois. On a absolument des flèches pour tirer dans tous les sens, la politique, la santé, les droits de l'homme, la culture et la non-discrimination. Enfin bref, je pourrais... Et Pascal Boniface, donc le directeur de l'IRIS, était un des rares d'ailleurs, comme on dit maintenant, puisque maintenant tout le monde se prétend expert en géopolitique, mais un des rares à avoir insisté, et je pense que son influence, enfin c'est pas de la flagornerie, mais son influence auprès de 2-3 ministres dont il avait l'oreille a été utile. Donc la première chose, c'est, je trouve formidable que la France ait donné l'exemple et que ce que nous a dit Laurence, ce que nous ont dit les autres interlocuteurs, je suis ravi d'ailleurs de voir Monsieur Pasquini, qui était aussi du Quai d'Orsay, et je suis très content, ça avait été aussi une idée de base de Laurent Fabius, qu'après un diplomate, il y aurait un sportif ou une sportive, et ça a été un choix excellent que ce soit Laurent. Donc déjà là-dessus, 10 ans après, ça continue. Et je n'ai pas beaucoup d'exemples dans ma carrière, ma longue carrière administrative, où des choses qu'on a faites se sont continuées après son départ ou non pas. La deuxième chose, et une petite parenthèse pour Vincent, c'est que nous avions essayé en 2014 avec l'ambassadeur Gourdeau-Montagne et l'accord de Laurent Fabius et ce que me disait aussi Maurice à l'époque, de faire une candidature pour 2024 qui soit franco-allemande et faire ses jeux à Strasbourg. Malheureusement, le règlement du CIO ne le permettait pas à l'époque. Maintenant, ils ont changé, je crois, à Monaco en 2016 ou quelque chose comme ça. Mais c'est ce genre de choses qu'il faut évidemment essayer de faire. On comprend bien pourquoi le CIO n'était pas absolument enthousiaste pour faire ça. La deuxième chose, et j'ai eu l'occasion d'en parler souvent depuis une dizaine d'années avec Madame Gomez, c'est le fait qu'en 2013-2014, un groupe de travail avait été créé à Bruxelles, à l'Union européenne, groupe de travail auquel participait un ancien ministre français des Sports et le président du CIO, du comité olympique hongrois, qui était lui-même un champion olympique. Et à l'époque, on parlait comme un spécimen, pourquoi est-ce qu'il serait possible, etc. Bon, je vois que là aussi, 10 ans après, les choses évoluent et le fait d'avoir été des précurseurs, moi, me semble que la France a été un précurseur dans ce domaine, me semble quelque chose de très, très important. Troisième remarque, et je m'arrêterai là, c'est que je ne suis pas certain qu'il ne faille pas politiser l'affaire et qu'il ne faille pas, compte tenu du, allez, disons, prenons un mot anglais, le pandémonium dans lequel se trouve
le sport international au niveau des fédérations internationales, européennes, françaises, etc., ne soit pas le beau moment. C'est une idée que Madame Gonesse connaît bien, puisque je lui ai souvent rabattu les oreilles, de se poser une seule question. Un, pourquoi le sport n'est pas dans les traités communautaires? Et deux, pourquoi, alors que les Nations Unies ont des institutions spécialisées pour tout, y compris pour les épizooties animales. Je comprends l'intérêt d'avoir ta Paris en plus, mais pourquoi est-ce que le sport, avec toutes les connotations que nous avons inventées, ne pourrait pas faire l'objet d'une organisation européenne, un office européen des brevets, par exemple, et encore mieux, une institution spécialisée des Nations Unies? Et là, je pense que, comme le disait tout à l'heure Vincent Pasquini, il y aurait un moyen peut-être de débloquer pas mal de choses, d'apurer pas mal de comptes, parce que la solidarité aussi, c'est un sujet qu'il faudrait aborder. Tout cet argent, où va-t-il? Et puis, est-ce qu'après le brain drain, nous n'avons pas aujourd'hui un muscle drain qui fait que tous les meilleurs athlètes du monde viennent jouer en Europe et sont d'une certaine façon nationalisés ou naturalisés sans aucun problème? Voilà. Merci. Thank you, sir. I think there's one more here from this lady, and then we'll speak and be away with it. Thank you. Bonjour, Evelyne Huret de France Éducation Internationale. Donc, vous l'aurez compris, dans le domaine de l'éducation, j'aurais deux petites questions. La première, c'est effectivement, il y a dans le domaine de l'éducation, Génération 2024, nous avons un tas d'élèves qui sont complètement mobilisés sur les JO notamment. Mais voilà, dans quelle mesure tout ce terrain, toute cette main-d'œuvre, entre guillemets, tous ces élèves voilà, qui peuvent t'aider aussi à faire remonter, à sensibiliser sur les questions d'éducation et de sport, voilà, la manière de s'en servir. Et une seconde question qui est un peu la même, mais sous le regard des Erasmus+. Erasmus+ a intégré le sport aujourd'hui. Comment on peut travailler plus en adéquation entre l'éducation et le sport, et en termes diplomatiques. Et à titre d'exemple, on a beaucoup de projets Erasmus+ en France dans le domaine du sport. Enfin, il n'y en a pas non plus des milliers, mais il y en a quand même un certain nombre. Comment ces projets concrets peuvent-ils servir de levier et de remonter à des réflexions dans le domaine de l'éducation et du sport? Je vous Thank you remercie. so much. I'm going to ask my colleagues to respond to those questions as quickly as possible, possibly in gold medal winning time, to get us to our cup of coffee. We'll start with Laurent. Voilà, enfin, je pense que concernant votre question, je pense que la réponse est dans la question, c'est-à-dire que on reconnaît que le sport est universel, et c'est ce qui fait que nos différences culturelles se partagent à travers ces échanges. Et je pense que enfin, vous l'avez évoqué en termes de valeurs aussi, c'est ce qui fait qu'on arrive à se retrouver, à se parler à travers les grands événements sportifs internationaux accueillis en Europe ou en France. Concernant la question et l'éducation, je pense que spécifiquement pour la France, et le fait d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques, c'est un levier extraordinaire justement pour répondre à cette jeunesse aussi, et puis de manière transverse à des problématiques de santé. Et je pense que voilà, on a déjà fait un grand pas en mettant en place les 30 minutes de sport à l'école obligatoire depuis septembre dernier. Et puis on est dans une dynamique grâce aux grands événements de bouger plus, de faire que la pratique du sport soit quand même plus accessible et plus avec des outils a priori. Peut-être que je laisserai Solène mieux répondre à cette question, mais c'est le constat que je fais. Puis on a la Génération 2024 et la Semaine olympique et paralympique à disposition, même dans notre réseau diplomatique porté par l'AEFE. Donc on est à l'échelle des lycées français. Donc vraiment, je pense que je pense que ça fera aussi partie de l'héritage, et c'est aussi à quoi servent les grands événements sportifs qu'on accueille avec intelligence et de manière co-construite.
Oui, très rapidement, sur la première question, effectivement, donc le sport est universel. Les règles le sont, elles sont partagées, elles sont acceptées. Donc, ça facilite quand même le dialogue. Et au sein du Conseil de l'Union européenne, je pense qu'on voit qu'il y a plus de sujets d'entente que de sujets de différence. Il en reste quelques-uns. Je les évoquais tout à l'heure. Voilà, l'égalité des genres, ça ne fait pas tout à fait l'unanimité encore. La manière dont on conçoit l'autonomie aussi du mouvement sportif, c'est des petits sujets, il y a encore des frictions, mais sinon, sur le reste des sujets, globalement, il y a quand même une communauté de vision partagée entre les différents pays de l'Union européenne. Sur Erasmus+ et le sport, je crois pouvoir dire que la Commission européenne, quand même, s'inspire déjà des résultats des projets qu'elle finance pour concevoir ses politiques publiques. Ça pourrait peut-être certainement être amélioré, mais on voit par exemple dans les actions pilotes, les actions préparatoires, il y a des actions qui sont lancées pour voir si les sujets retiennent l'intérêt des porteurs de projets, si on arrive à des résultats intéressants pour pouvoir ensuite les généraliser. Et je pense que c'est vraiment un outil qui permet une mise en application des politiques européennes en matière de sport, comme c'est le cas pour l'éducation. Peut-être qu'ensuite, on peut regretter que les résultats des projets ne soient pas assez partagés. C'est peut-être qu'il y a une voie d'amélioration, je pense, pour qu'effectivement, ces projets irriguent les politiques nationales dans les différents États membres, que ce soit en matière d'éducation et de sport. Merci. Juste peut-être deux petits points, ou trois en fait. Sur les différences culturelles, je ne vais pas m'étendre, mais juste pour dire, le sport, ce que j'observe moi de deux manières, dans l'Union européenne et à l'extérieur, c'est plus quand même un sujet de discussion pour garder le dialogue ouvert plutôt que de différence. Et si je prends un exemple, les pays de l'Est de l'Union européenne, la Hongrie ou autre, on leur parle beaucoup sur le sport. Et ça peut être un exemple typique de diplomatie sportive ou d'utilisation du sport pour la diplomatie. Donc, au contraire. Après, c'est aussi un moyen, je trouve, de garder un dialogue très constructif avec les pays. On n'a pas parlé des pays, des pays qui demandent l'adhésion à l'Union européenne, notamment dans les Balkans. Diplomatie sportive très, très active dans les Balkans, Kosovo, Macédoine du Nord, etc. Et voilà, c'est un outil de dialogue, c'est quelque chose qui permet de faire des choses. Donc, je le verrais plutôt comme ça. Je pense que c'est une meilleure manière d'essayer de le voir. Ensuite, oui, moi, ça m'intéresse la question pourquoi il n'y a pas un bureau spécifique européen du sport, mais peut-être pourquoi même il n'y a pas une agence de l'ONU du sport, etc., ce genre de choses. Je pense qu'il y a une grande résistance quand même du monde sportif. Le CIO, notamment, veut vraiment essayer de couvrir un maximum de ces sujets. Et l'enjeu, je pense, dans les années qui viennent, c'est de voir si le CIO va être débordé ou pas, en réalité. S'il y en a trop, la durabilité, tous les objectifs de développement durable, est-ce qu'ils vont arriver à venir sur ce terrain? Est-ce qu'ils vont avoir les légitimités, la capacité? Ou est-ce que le sport, comme objet, va devenir assez important pour qu'on se dise, bon, en fait, finalement, il faut s'en ressaisir de manière beaucoup plus générale au niveau de la société? Et on verra. Mais je pense qu'il y avait de ça et aussi un certain désintérêt de l'autre côté. Et juste sur l'éducation et au niveau international, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui… la diplomatie sportive, c'est aussi établir des réseaux locaux dans le monde du sport et multiplier ces réseaux en affaires publiques et aller vers le monde du sport local. De la même manière, pour des réseaux d'éducation internationale, d'écoles françaises, etc., il n'y aura pas de capacité, il y a une certaine capacité, il y a beaucoup de volonté, mais d'irriguer le réseau d'éducation français à travers le monde. Par contre, s'appuyer sur la diplomatie sportive de l'ambassade qui crée ses propres liens et renforcer les liens avec le monde sportif local et essayer de faire beaucoup plus de choses qui sont faites maintenant, je pense que c'est peut-être une piste qui peut être beaucoup plus intéressante et productive. Thank you, Vincent. Thank you all. I'm left with the unenviable task of attempting to provide some summation to our afternoon, but I would like to offer my fellow panelists the opportunity to say any sort of final word, anything they'd like to add, any reflections they've had indeed in being part of this discussion and listening to their colleagues, anything they might like to suggest.
Non, simplement, ça a été dit par mon prédécesseur, on a fait un pas de géant. Il faut reconnaître que voilà, cette diplomatie sportive, en l'espace de 10 années, et de plus en plus, on n'est pas encore, on a encore du travail, mais vraiment, voilà, on a vraiment beaucoup avancé. On espère que le modèle français puisse inspirer. C'est vrai que je l'évoquais pour avoir que je puisse avoir des homologues à l'échelle européenne. J'y crois profondément. Et ensuite, et peut-être un dernier point, et je le vois à l'échelle, ce merveilleux travail, ce qui m'a été, qui m'a été offert de travailler au sein de la diplomatie sportive française, qui est en interministériel, c'est assez fabuleux. Et le sport, c'est cette transversalité-là. Et je pense que le futur du sport, c'est cette capacité de faire que ce qu'on porte en matière de business, c'est quand même 2% du PIB mondial. C'est des entreprises extrêmement investies dans le sport, et de faire ce lien fondamental avec le développement durable et ce qu'on sait porter aussi sur ces enjeux dont on a parlé, la santé, l'éducation, l'égalité, l'inclusion. Je pense que je le vois à travers le merveilleux travail qu'on peut faire à l'échelle du ministère des Affaires étrangères, et c'est comme une évidence, mais c'est la force du sport aussi. Et ce sont des métiers, ce sont des emplois, et que d'unir ces deux univers qui nous caractérisent, ça serait quelque chose c'est à très fort potentiel, à très haut potentiel pour voilà, et à l'échelle de l'Europe. Merci beaucoup. Solène. Oui, comme je le disais tout à l'heure, donc l'Union européenne a des prédispositions pour pouvoir avoir une diplomatie sportive vraiment, vraiment puissante. L'autre facteur qui nous laisse espérer, c'est la reconnaissance croissante du rôle sociétal du sport et de sa contribution à l'accomplissement des objectifs de développement durable. C'est vraiment de plus en plus reconnu, ça fait plus vraiment débat. Et quand on voit la stratégie de l'AFD, justement, qui utilise le sport pour le développement, notamment en Afrique, ça laisse vraiment espérer sur la reconnaissance du potentiel du sport pour le développement et pour la diplomatie et les objectifs de développement durable. Donc, c'est voilà, des facteurs qui permettent d'espérer pour le développement de la diplomatie sportive européenne. La petite crainte de ma part, c'est que le sport, c'est aussi un secteur économique avec des enjeux financiers importants, avec les droits télé, les sponsors, etc. Les fédérations sont aussi des opérateurs économiques quelque part, donc il faut essayer de trouver le bon équilibre, être vigilant pour réussir à trouver le bon équilibre entre défense d'un modèle, des valeurs et les intérêts économiques relatifs au sport, et ne pas faire que le sport ne devienne qu'un champ économique concurrentiel comme un autre. C'est ça. Non, bah, juste un mot pour vous remercier. Thank you, Simon. Now I need to read your book. I've been looking forward for a while, actually. Et pour montrer, voilà, on est tous les trois avec Simon sur cette table, et on se connaît très bien. Et on connaît beaucoup de gens dans la salle aussi. On est à un moment où il se passe beaucoup de choses au niveau de la réflexion et de l'action sur la diplomatie sportive. En ce qui concerne, si on y pense en termes de Paris 2024 ou du fait que la France organise les Jeux Olympiques et Paralympiques, je pense que le mot-clé, c'est l'héritage, c'est-à-dire essayer de réfléchir, est-ce qu'on est là parce qu'il y a un moment, il y a une dynamique Paris 2024 ou pas, et si oui, comment on garde cette dynamique, comment on fait qu'on n'est pas juste là parce que tout d'un coup, dans 1 an et demi, la France voilà, sera au centre de l'attention sportive, mais comment tout ce qu'on fait, on essaye de le placer dans une dimension d'héritage. Je pense qu'être à l'IRIS, pour en parler, c'est le meilleur endroit parce que, bien sûr, ça a commencé à parler de diplomatie sportive bien avant que la France soit attribuée des Jeux, et j'espère on parlera bien après. Mais je pense que c'est vraiment l'idée générale de penser, de ne pas oublier
que les jeux, ça sera quelque chose qui va beaucoup attirer et d'essayer de se dégager de ça et de vraiment réfléchir en termes d'héritage. Merci. Thank you, Vincent. So in offering some final thoughts here and letting you get to your cup of tea or coffee, I think what's come through most strongly for me in reflecting is the values that we're talking about, the values that sport can convey, the communicative dimension that sport offers to talk to people. You know, the conversations that wouldn't happen otherwise because sport exists, whether that's at the grassroots level, between parents on a sideline, between young children, or at an elite level in various Swiss cities amongst various international sporting federations at major sporting events. And I contend that there is a recognition of that in the global diplomatic system. The United Nations, a week ago, in its General Assembly, offered another codification, if you like, of the value of sport, in how sport mega events should be vehicles, or could be vehicles, for greater reconciliation, opportunities for peace, which perhaps speaks to some of the points that Vincent raised about the alignment of sporting arrangements with peace. And we know that sport was one of the first and perhaps most high profile functions of our society to respond to the crisis in Ukraine at the beginning of this year, with decisions such as removing the European Champions League final from Russia, banning Russian and Belarusian athletes. Now, the consequences of that will play out, but they're being played out in a way that puts sport in a profile. And it's right that, as Celine says, there's some misgivings here. There are risks and aspects that we should be recognizing. Sport is not a solve-all solution. It's not a silver bullet operation. And we should be recognize that, given the hope that it also carries with us. And on that note, I think I shall draw this to a close. Thank you so much. If you join me in thanking my fellow panelists.